notre Suisse, pas notre couteau suisse, mais Adil, qu'on remercie d'être le dernier orateur de la soirée, à qui on va aussi demander, je sais que sa culture est tellement importante en termes d'OCT qu'il serait capable de rester jusqu'à minuit pour nous parler de ses précieux examens, mais il va nous parler de l'OCT en géo, vraie ou fausse initiative. Je remercie le comité d'organisation pour leur invitation. Donc, on va essayer de faire très vite. Donc, l'OCTA, vraie ou fausse innovation. L'OCTA nous a permis de mieux visualiser le réseau néovasculaire dans toutes les complications de la DMLA, dans la CRSC, avec une visibilité incomparable par rapport à l'angiographie à la fluorescéine, avec la diffusion qui masquait tous les détails. Effectivement, dans ce cas-là, on voit un néovaisseau de type 2 et on a une visualisation extrême de tout l'arbre néovasculaire. Donc on a pu introduire l'OCT angiographie dans la multimodalité de la rétine médicale. Et on voit bien qu'en quelques secondes, on a des détails que l'on n'avait pas auparavant. Et en angiographie à la fluorescéine, la diffusion masquait tous ces détails. On avait besoin de réaliser une ICG au temps précoce. Donc l'OCT angiographie nous a permis de réduire le nombre d'angiographies à la fluorescéine dans toutes les complications néovasculaires. La problématique, c'est qu'il a eu du mal à s'imposer en clinique de tous les jours. Pourquoi ? Car les performances de tous les OCT des différentes compagnies sont vraiment très très variables et on avait un problème entre la résolution et la qualité de l'image et le temps de l'acquisition qui a freiné l'évolution de l'OCT angiographie. Heureusement, cette année, on a une très nette évolution de l'OCT angiographie. Et regardez à gauche, vous avez une image de 12 mm d'un néovaisseau sur pachychoroïde versus en 6 mm. On augmente la densité des BESCAN à l'intérieur du cube. L'OCT angiographie nous a permis de mieux comprendre la physiopathologie des néovaisseaux dans la DMLA. On sait que l'arbre néovasculaire ne suit pas un décours régulier, il ne suit pas la loi fractale des vaisseaux rétiniens, le vaisseau fils n'est pas la moitié du vaisseau mère, et donc on a pu analyser ces modifications au cours de la thérapie par anti-VEGF. Et regardez ici, à partir d'une semaine, on a créé une vasoconstriction avec les anti-VEGF, on augmente le débit sanguin dans la partie centrale de la membrane néovasculaire qui va s'entourer de péricytes et de myofibroblastes, et on voit une augmentation du calibre des néovaisseaux qui signe cette maturation qui avait été décrite très très bien par Reed Spade. Et donc finalement, quand on crée une vasoconstriction, on ne fait pas disparaître l'échafaudage néovasculaire, et quand on a des récidives, parfois on peut avoir des récidives explosives. Et donc on a pu mesurer la surface de flux pour voir cette évolution au cours de la thérapie anti-VEGF et de comprendre effectivement que les anti-VEGF vont avoir une action sur l'endothélium des vaisseaux récents et pas sur la partie mature des nouveaux vaisseaux. On a montré qu'il n'y avait pas de corrélation forcément entre la surface de flux et l'acuité visuelle. On voit ici un patient suivi sur 2 ans dans un protocole. Ce patient a 10 dixièmes et malgré tout au long du suivi, on a une augmentation de la surface de flux. L'OCTA nous a permis de pouvoir détecter les nouveaux vaisseaux au stade le plus précoce. Effectivement, on ne peut pas les traiter, mais on peut adapter le suivi de ces patients. Et regardez, dans cet aspect de BESCAN, on aurait pu penser à des drusènes coalescents. Il n'y a pas véritablement de signe d'exsudation. Pourtant, il y a déjà des néovaisseaux dont le signal de décorrélation va varier en fonction de la qualité de l'épithélium pigmentaire. Si vous avez de la lipofuchine, vous aurez un signal de décorrélation qui sera beaucoup plus évident. Si le P et de meilleure qualité, le signal de décorrélation sera beaucoup plus bas. Donc, dans le suivi des pseudovites également, parfois, vous voyez, dans ces cas-là, on voit une petite atrophie, un épaississement de la membrane de Bruch, et on voit déjà des néovaisseaux. Et donc, on va pouvoir l'associer à l'arbre diagnostique du BESCAN et voir si on a des modifications ma vidéo ne marche pas, de la perfusion. Donc là, normalement, il y a une augmentation de l'arcade anastomotique et qui signe souvent un signe d'évolution avant même les premiers signes d'exsudation. Vous pouvez actionner la vidéo, s'il vous plaît. Bon. Ça marchait tout à l'heure en preview. Anyway. Donc ça va nous permettre effectivement de pouvoir comparer un petit peu tout ça. Une des problématiques de l'OCT angiographie,
c'était souvent les décollements de l'épithélium pigmentaire vascularisé où on avait des limites. On sait qu'il y a de l'exsudation, on ne voyait pas de néovaisseau. Regardez ici une comparaison entre deux angio-OCT de différentes générations. On voit que ce sont les mêmes lésions, pourtant on n'arrive pas à visualiser le flux à l'intérieur des lésions. Mais par contre, avec l'Oxolix, oui. Pourquoi ? Parce que la segmentation a été entraînée par Deep Learning. Et c'était une des problématiques et une des limites de l'OCT angiographie. Et là, vous voyez, je me suis amusé à modifier la segmentation. Et ça, c'est un tout nouvel OCT, donc, dont la segmentation native est celle-ci. Et donc, elle nous permet d'avoir une meilleure segmentation de la membrane de Bruch et de l'épithélium pigmentaire. Et ça, c'est le secret pour voir les néovaisseaux dans tous les cas. Et donc, ce qui nous permet effectivement un meilleur suivi de ces néovaisseaux et de pouvoir apprécier ces récidives. L'OCT angiographie, et Bénédicte l'a rappelé aussi, grâce à l'OCT en face, va nous permettre de rentrer dans l'ère de la multimodalité de la choroïde. On peut maintenant mesurer de manière très précise l'épaisseur de la choroïde avec des nouveaux OCT comme le DREAM OCT en Web Source. On peut avoir une topographie en OCT en face et voir également jusqu'aux vortiqueuses. Pouvoir calculer également des index de vascularisation, et on peut également travailler également la topographie de cette choroïde pour la mettre en parallèle du BSCAN dans les zones d'hyperperméabilité dans le spectre de la pachychoroïde. Et regardez ici un cas de néovaisseau sur pachychoroïde. Après PDT no-dose plus Vabysmo, on voit une réduction de la choroïde qui témoigne bien de l'effet de la PDT sans visudine. Et on voit ici également en OCT en face la réduction de la lumière des troncs choroïdiens et une meilleure vasoconstriction de ces vaisseaux. Et donc là, l'évolution, c'est qu'on va pouvoir faire des mesures directement sur l'OCT en face de la choroïde, nous évitant pour la PDT de refaire une angiographie ici dans un hémangiome. On peut aller mesurer la surface du spot que l'on voudra. Ici, vous voyez, on a un névus choroïdien. Et donc là aussi, on peut mesurer directement sur la choroïde avec cette nouvelle génération d'OCT en face. Donc Bénédicte vous a rappelé tout à l'heure également dans la rétinopathie diabétique l'intérêt de pouvoir analyser la microvascularisation dans le diabète, quel que soit le plexus. Et les travaux aussi que Bénédicte avait fait avaient montré également une bonne corrélation entre l'acuité visuelle, une certaine préservation de la densité du plexus profond. La seule problématique, c'est l'analyse de la périphérie. Donc on a pu également faire du suivi, analyser le remodeling. Vous voyez, ça c'est un suivi de 5 ans dans un diabétique de type 1. On voit le remodeling vasculaire avec toujours une bonne conservation du plexus profond en rapport avec l'acuité visuelle. Et ça, c'est la publication de Bénédicte. Le problème, c'est que nos OCT actuels, avec les composites, ont un champ qui est relativement limité. Et ça, c'est la problématique. Et donc, c'est pour ça que souvent, on a besoin d'avoir soit une rétinographie grand champ ou une angiographie à la fluorescine. Et donc, la nouvelle génération d'OCT va nous permettre effectivement d'avoir cet accès à la périphérie. Des études ont montré que la gradation, également la densité vasculaire, maculaire, pourrait être une projection de ce qui se passe en périphérie. Mais ça, c'est pas toujours vrai. Parfois, vous avez une perfusion maculaire qui est normale. Et il y a déjà des débuts de proliférante. Et regardez ce cas-là où vous avez une perfusion maculaire normale à gauche. Pourtant, vous avez déjà des débuts d'ischémie et de néovaisseaux périphériques. Et on peut maintenant même réaliser des montages et aller jusqu'à 200 degrés sur ces nouvelles générations d'OCT. Regardez ici, c'était 6 mm avant. Et maintenant, en un scan, on peut avoir une image de 26 x 21 mm. Et vous voyez à droite qu'on a une ischémie relativement limitée. On n'avait pas forcément besoin d'aller faire une angiographie à la fluorescine. Et donc, on va pouvoir avoir cette multimodalité entre l'OCT angiographie, des OCT BSCAN également de grand champ. Et on voit bien également le départ de cette hémorragie liée à ces néovaisseaux prérétiniens. Ici, un jeune patient de 25 ans qui a une rétinopathie drépanocytaire. Là aussi, vous voyez, 26 mm x 12 mm. On peut aller chercher la lésion et en OCT angiographie, on visualise le foyer néovasculaire. Là aussi, l'augmentation de la vitesse d'acquisition nous permet d'avoir également une imagerie de la vascularisation de l'iris. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va être intéressant et qui va nous ouvrir, qui va approfondir nos connaissances sur cette vascularisation de l'iris. Dans tout ce qui est inflammatoire, malheureusement, on n'a pas de dynamique, et ça c'est le problème, notamment dans les vascularites, mais dans certaines pathologies, comme des micro-occlusions en choriocapillaire, on peut voir également, comme dans cette choroïdopathie, ces zones d'hypoperfusion de manière relativement claire. Dans le glaucome aussi, c'était également beaucoup de promesses, mais finalement,
à part voir des déficits fasciculaires en OCT en face, on n'a pas véritablement montré qu'est-ce qui était l'œuf de la poule. On a vu quelques corrélations, mais aujourd'hui, finalement, rien de véritablement évident de supériorité entre l'OCT structurel et l'OCTA. Et donc finalement, il nous sert à quoi? C'est un biomarqueur additionnel. OK. On a montré également que ça avait un effet seuil qui était moins important que les OCT structuraux. Et donc, ça pouvait avoir un intérêt dans les glaucomes beaucoup plus évolués. Et donc, ça serait peut-être un argument dans son utilisation. Mais on manque probablement de dynamique. Et regardez, vous pouvez actionner la vidéo. Je me suis toujours amusé à analyser le flux veineux spontané lorsque je réalisais une analyse du RNFL. Et on voit sur les veines, quand on a un flux continu, le bruit est relativement constant. Et regardez à droite, vous avez ces aspects un peu pulsatiles, noirs, et donc qui témoignent de troubles du flux, qui peuvent arriver dans d'autres pathologies systémiques, qui peuvent également aggraver le glaucome. Et donc l'intérêt probablement d'une dynamique pourrait être intéressant. Et donc je me suis amusé à donner de la dynamique à l'OCT angiographie pour aller d'une part aller mieux visualiser des défects des capillaires péripapillaires, mais également en essayant de trouver d'autres biomarqueurs. Et on voit qu'effectivement, là, on a des déficits fonctionnels qui vont finalement précéder des déficits structurels. Et on montre également d'autres défauts avec des microvasculaires drop-out au niveau de la choroïde. Et ça, finalement, c'est assez nouveau. Ça a été déjà corrélé avec des travaux en ICG en péripapillaire, mais là, on les trouve relativement à distance de la tête du nerf optique. Et donc, c'est probablement un nouveau biomarqueur qu'il faudra regarder dans les pathologies glaucomateuses et regarder ici en dynamique. Ça nous permet également de mieux analyser également les déficits structuraux. Et regardez, vous avez, quand on regarde les cartographies de déviation, un déficit des ganglionnaires beaucoup plus marqué et on a une diminution du flux. Donc ces microvasculaires drop-out ont déjà été publiés avec des corrélations en ICG, mais en juxtapapillaire. On sait qu'ils sont associés souvent à des évolutions plutôt péjoratives du glaucome. Et on sait que ça pourrait venir effectivement des problèmes de vascularisation de l'artère ciliaire courte postérieure qui va alimenter une partie de la vascularisation de la lame criblée et une partie de la choriocapillaire en péripapillaire. J'ai réalisé des travaux également avec une équipe en Belgique, un laboratoire d'imagerie. Je suis dans le comité de thèse de Sailly pour Javannes, qui est quelqu'un assez connu dans le glaucome. Et on a montré effectivement, grâce au deep learning, des éléments intéressants également sur la détection entre une population saine et une population glaucomateuse avec l'OCT angiographie. Et ça, c'est pour vous faire rêver sur l'OCT du futur et regarder jusqu'à 220 degrés avec une nouvelle génération, également un prototype de recherche qui va arriver. Et regardez ce que l'on peut voir. Donc, finalement, l'OCTA, c'est une véritable innovation. Toutes ces limites sont en train d'être dépassées. Donc, ça va nous permettre également de pouvoir approfondir nos connaissances sur la physiopathologie grâce à ces nouvelles évolutions. Et c'est sûr, ça va nous permettre également du dépistage des maladies systémiques grâce à l'intelligence artificielle. Et je vous remercie de votre attention. Vraiment un très très grand merci Adil. On regrette d'avoir pas assez de temps avec toi parce que tu es toujours aussi passionné et expert dans ces examens. C'est intéressant de voir qu'il y a plus de 20 ans, on a commencé l'OCT avec le Stratus pour s'occuper du glaucome, que finalement l'OCT a été dérivé quasiment que pour la DMLA et pour la macula et qu'on revient maintenant au glaucome avec l'OCTA. C'est le cercle vertueux de la vie. Le glaucome, c'est aussi une maladie de la rétine. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on est trop fatigué? Alors, Adil est là demain. Il nous fait la gentillesse d'animer un atelier demain sur la basse vision. Et demain, les ateliers commenceront qu'à 9h parce que la nuit va être courte, je le pense, comme je vois Sébastien qui commence à flancher un petit peu. Et pour ceux qui ont la chance, donc ce soir, à partir de 8h moins le quart, 8h, rendez-vous à l'hôtel de Caumont. Et encore merci 1000 fois aux orateurs. Il est 18h34 et nous devions finir à 18h30. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Bonne soirée et à demain.